Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est l'été Smart, ravi de vous retrouver. Comme chaque soir, durant une heure, on va tenter de mieux comprendre les problématiques économiques du moment, voire du jour. De quoi allons-nous parler ce soir? On parlera de l'économie américaine et du plan Biden. Alors lequel? Celui d'hier. Il y en a tous les 3 semaines en ce moment, c'est peut-être pas fini. Le président des États-Unis qui hier à Pittsburgh a annoncé un plan, alors cette fois-ci sur 8 ans, un plan de 2,25 trillions de dollars. Les Américains disent trillions, nous si on transcrit en euros et que si on utilise les milliards, ça fait à peu près 2000 milliards d'euros. Ce plan de 2225 milliards de dollars, il s'ajoute, alors avec des directions différentes, mais aux 1900 milliards d'il y a quoi, 3-4 semaines, aux 900 milliards de fin décembre, c'était encore Donald Trump. Bref, on a une injection d'argent annoncé à tout le moins aux États-Unis, notamment d'investissement dans les infrastructures. Les infrastructures, c'est la grande thématique du plan qui a été annoncé hier, absolument massif. On commence à parler de Bidenomics aux États-Unis. Alors s'agit-il, alors qu'on croyait que, et c'est assez objectif, d'ailleurs l'économie américaine se porte plutôt bien, en tout cas elle rebondit beaucoup mieux que chez nous. Donc pourquoi cet argent? Est-ce que c'est d'abord pour relancer les États-Unis? Est-ce que c'est d'abord de la politique sociale finalement pour aller jusqu'en bas de l'échelle et essayer de remonter tout le monde? En tout cas, c'est comme ça que présente les choses, que le président des États-Unis présente les choses. Voilà, une révolution Biden pour l'interrogation, ce sera la question posée pour le premier débat. Deuxième moitié de l'émission, on reviendra chez nous et on commentera les annonces du chef de l'État hier soir. Reconfinement version 3.2, quel impact pour les entreprises d'abord? Est-ce qu'il y en a un? Globalement, il n'y a pas d'annonce directement concernant les entreprises, à part évidemment le secteur du commerce. Quel impact pour les entreprises françaises, donc quel impact plus largement pour l'économie française? On essaiera de répondre à la question avec deux regards, comme souvent, complémentaires. Évidemment, le regard d'un économiste, le regard d'un chef d'entreprise. L'économiste, à ma droite, Victor Luquilleri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du think tank BSI et Economics. Laurent Levasseur, bonsoir. Bonsoir Guillaume. C'était l'économiste, donc vous êtes le chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur, président de Blue Linéa. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir. Tout de suite, la question apéritif, avant de parler des États-Unis, avant de parler des conséquences des annonces d'hier soir dans la deuxième moitié de l'émission, mais on va quand même parler d'hier soir, vous allez voir tout de suite. L'apéritif donc, comme chaque soir pour démarrer l'émission, donc on démarre quand même, je le disais, par la question du chef de l'État hier soir qui, dans la foulée de son quart d'heure solennel, un petit peu plus d'un quart d'heure même, hier soir, il a attendu, il était un petit peu moqué, il a fallu attendre 8 minutes d'introduction pour qu'il commence à dire des annonces, ça a été un petit peu critiqué. Bref, après son allocution à la télévision, il a fait passer quelques messages sur son compte Twitter officiel, dont celui-ci. Regardez, vous l'avez tous vu, vacciner, virgule, vacciner, virgule, vacciner. Donc on est de nouveau dans le slogan autour de 3 verbes. C'était rappelé par une commentatrice. On avait eu au tout début, ça c'était la première sortie du confinement, c'était Édouard Philippe qui avait lancé, c'était dépister, tracer, isoler. Là c'était au mois de mai, donc ça c'était la sortie du premier confinement, dépister, tracer, isoler. Après cet automne, c'était tester, alerter, protéger. Et là donc maintenant c'est vacciner, vacciner, vacciner. Première question, lequel vous préférez, Victor? J'ai envie de dire enfin vacciner, vacciner, vacciner. Je ne sais pas si c'est par rapport à la livraison d'enfin de vaccins qui va nous permettre justement d'accélérer, mais il faut bien espérer que ça soit le cas parce que quand on se compare par rapport à des pays qui me semblent être comparables comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, on a quand même un net retard en termes de doses administrées par personne. Il y a même des mauvaises langues qui ont expliqué que vacciner, vacciner, vacciner dans la peau dans la bouche du chef de l'État, c'était une blague du 1er avril. Laurent, lequel des 3 slogans vous avez préféré? Aucun. Et je vais vous surprendre, moi je suis resté sur le slogan demain dépend de nous. Et je crois que plus que jamais, c'est le sujet. Donc si notre voie de salut, c'est la vaccination, il ne faut pas hésiter, évidemment. Voilà, c'est surtout là-dessus que je suis resté. Donc en fait, ce que vous dites en creux, j'essaie de décrypter, il y a un petit peu, ces histoires de slogans, c'est un peu de quoi? C'est de l'infantilisation, c'est pas ça. Vous voulez mettre en avant la responsabilité individuelle de chacun. Exactement, je pense que dans cette crise aujourd'hui, c'est des comportements de chacun qui vont nous permettre à tous de pouvoir aller mieux. Et évidemment, on sera tous heureux de chanter délivré, libéré. Très ah oui, alors là, on passe chez Disney, la Reine des Neiges. Voilà. Donc voilà, ça vous fait penser
pensé. Non, mais c'est bien parce que c'est précisément le sujet. Est-ce que alors je parle au chef d'entreprise, vous faites tous les dirigeants d'entreprise, vous faites aussi du marketing. Est-ce que le fait de changer de slogan comme ça tous les 3 mois, c'est pas la preuve que c'est un mauvais slogan? Ou en tout cas que le précédent était un mauvais slogan, ou alors qu'on n'a pas bien compris la valeur d'un slogan qui plutôt normalement s'affirme dans une certaine pérennité, non? Généralement, quand on change de slogan, c'est qu'on n'a pas touché sa cible. Ouais. Donc ça fait 3 fois déjà qu'on a raté. Cible, hein. Ouais. On va espérer que celle-ci soit la bonne. Le fait, Victor, je termine là-dessus, qu'on communique. Alors, encore une fois, d'un côté, on a quasiment 20 minutes d'intervention, il faut attendre 8 minutes d'introduction avant d'avoir des mesures. Et puis de l'autre côté, on a un résumé en trois verbes dans la foulée, qui ne sont pas les mêmes 3 verbes qu'il y a 3 mois, qui ne sont pas les mêmes 3 verbes qu'il y a 9 mois. Cette idée de résumer un petit peu la politique, là pour le coup, c'est 3 fois le même. Hein, donc on comprend le message. Ouais, ça montre qu'ils tentent de s'adapter, mais la tentative, il faudrait qu'elle se confirme par des actions concrètes, et notamment sur une accélération des vaccinations. Donc moi, je pense qu'effectivement, là, c'est la nouvelle étape, et la prochaine étape, ça sera sortir de la crise. Donc, Ah, vous nous annoncez, le quatrième, la quatrième version. La prochaine. Ah, ben celle-là, on l'achète. Allez, tout de suite, on parle de la politique économique aux États-Unis. On parle des États-Unis après les annonces du président des États-Unis, Joe Biden. Hier, il était à Pittsburgh pour présenter son American Jobs Plan, après le American Rescue Plan. Il y a toujours du marketing là aussi, hein, dans les annonces, quand on fait des... Bon, vu l'enjeu, vu les milliards, ils peuvent réfléchir un petit peu en termes de marketing. Regardez le papier du Wall Street Journal qui résume voilà, le plan Biden à 2,3 trillions de dollars, donc 2300 milliards de dollars. Le plan infrastructure vise large, takes broad aim, nous dit le Wall Street Journal. Ensuite, le président des États-Unis, c'est un petit peu comme ce qu'on évoquait avec Emmanuel Macron tout à l'heure. Après son discours, il a fait le service après-vente sur Twitter avec quelques priorités mises en avant. Des millions d'Américains ont perdu leur travail l'an dernier. Voilà la vérité. Nous allons tous mieux quand nous allons tous bien. Il est temps de construire une économie du bas vers le haut et non du haut vers le bas. Sous-entendu, c'est un peu l'inverse du ruissellement, si je comprends, la théorie du ruissellement, si je comprends bien. Autre petit tweet du président des États-Unis, le American Jobs Plan. Donc voilà, c'est l'annonce d'hier, le plus gros investissement dans le travail des Américains depuis la Seconde Guerre mondiale, nous dit-il. Le troisième commentaire, il y en a eu d'autres, hein, j'en ai sélectionné 3. Ce n'est pas Wall Street qui a construit ce pays, c'est la formidable classe moyenne américaine. Cette fois, nous emmenons tout le monde avec nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait cru comprendre que les États-Unis, que l'économie américaine se portait relativement bien. On avait cru entendre, et pour le coup, le plan a été évoqué il y a 3 à 4 semaines, 1900 milliards. Donc effectivement, le plan précédent, qui était surtout un plan de soutien. Je voudrais peut-être pour faire réagir à ce commentaire, cette chronique des confrères du Monde correspondant à New York là-bas. C'était dans le Monde il y a 2 jours. Il ne faut pas s'y tromper. Joe Biden est en passe d'accomplir une révolution. Les grands mots. L'économie américaine, je fais des extraits, hein, qui rebondit très fortement avec la généralisation du vaccin est saine. Les grands travaux d'infrastructure ne sont pas des investissements particulièrement destinés à préparer le futur. Ils s'apparentent plus à de coûteuses réparations qu'il faut faire, mais qui n'ont rien de très high-tech, hein, de fait, on va l'évoquer. Et lui, il fait la comparaison la plus juste avec l'époque du président Johnson. Il nous dit « Les États-Unis souffrent de pauvreté, d'inégalité, de discrimination criante. Ce sont ces sujets qu'il convient de traiter. » Et qu'en fait, cet argent, ces masses d'argent, c'est pas spécialement pour relancer l'économie, qui est en train de se relancer tout seul. Les prévisions sont à plus 7, hein, je crois, cette année pour l'économie américaine. Mais c'est effectivement pour aller chercher... les plus bas de l'échelle sociale aux États-Unis, essayer de tenter de les faire sortir de la pauvreté avec effectivement des millions, des centaines de millions, des milliards, des dizaines de milliards de dollars d'investissement. C'est sur 8 ans, hein, ce plan présenté par le président des États-Unis. Encore une fois, précision d'importance, et je vous laisse la parole, Victor. Il n'est pas voté, hein, ce plan. C'est une présentation du président des États-Unis. Autant, il y avait assez peu de doutes sur les 1900 milliards d'il y a 3 semaines, sur le fait que ça allait passer assez vite et facilement. Là, cette fois-ci,
d'ores et déjà, on sait qu'il y aura des semaines, des mois de discussions au Congrès pour éventuellement arriver à quelque chose qui ne sera certainement pas en l'état exactement la même proposition de loi, mais qui aura peut-être des modifications. Biden, on a dit depuis la campagne électorale que c'était un spécialiste des négociations, comme il a été congressman pendant 40 ans. Donc il sait faire, soi-disant, en tout cas arriver à des compromis. Cette idée que l'économie américaine n'en a pas forcément besoin, mais que c'est d'abord un enjeu social, que c'est 2250 milliards de dollars annoncés hier. Victor, vous en pensez quoi ? Alors, je pense qu'il faut bien comprendre qu'en fait, que le plan qui avait été annoncé auparavant de 1 900 milliards, c'était vraiment du court terme. Il y a 60% de ces montants de 1 900 milliards qui allaient être décaissés dès 2021. Et là, on est vraiment plus dans une optique qui, du coup, se porte à moyen long terme avec une perspective de 8 ans. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que s'il y avait eu un fort focus justement sur tout ce qui était sur l'aspect pro-ménage, parce qu'il y a quand même 47% de l'aide de 1 900 milliards qui sont destinés aux ménages, là, c'est un peu plus une perspective pour les entreprises et effectivement pour combler un certain retard, comme vous l'aviez souligné. Et je pense qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a une prise de conscience. C'est un peu, je pense, le mot d'ordre sur tout ce qui se fait aux États-Unis, c'est que cette prise de conscience, c'est qu'on rentre dans une nouvelle décennie et qu'il faut absolument combattre les effets pas récessifs, mais qui contribuent à ce que la croissance soit pas forcément très forte. Et il faut augmenter le potentiel. Ça veut dire qu'il faut combler le retard dans les infrastructures et il faut aussi combler les écarts en termes d'inégalité et soutenir les infrastructures qui ont besoin de faire des réformes, enfin en tout cas d'investir et de se positionner pour pas justement perdre en compétitivité. Et je pense que les États-Unis sont en train de prendre conscience qu'ils ont des marges considérables et qu'ils ont un levier que nous n'avons pas encore actionné en Europe et que je pense que justement cette prise de conscience les pousse avec des plans qui nous semblent faramineux mais qui s'inscrivent, je pense, totalement dans ce qu'on va peut-être devoir faire nous aussi en Europe dans les 10 prochaines années à venir. Mais effectivement, la dimension sociale est prépondérante dans toutes les dernières annonces. Une première réaction comme ça, à chaud, le regard de l'entrepreneur sur vous avez un sentiment de démesure ou l'entrepreneur français que vous êtes, Laurent ? Alors, pour l'entrepreneur français... Implanté là-bas, vous avez une joint venture. Oui, alors pour l'entrepreneur français que je suis, honnêtement, c'est très loin. Par contre, quand on regarde, moi j'ai regardé les comparables. Je crois qu'on est à peu près à 3 fois ce qui avait été mis sur la table par les États-Unis à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ça me parle plus que 2000 milliards. Et concrètement, je comprends pas quelles ont été les destructions massives qui concrètement nécessitent un tel montant. Un sentiment d'entrepreneur. Destruction d'emplois en fait. Il n'y a évidemment pas eu de destruction. Enfin, il n'y en a pas eu non plus à la Seconde Guerre mondiale puisque c'était loin de chez eux. Mais il y a des destructions d'emplois. Là, on dit qu'il y a la moitié a été retrouvée, mais il y a toujours 10 millions d'emplois qui manquent par rapport à début 2020. Donc, ce serait bien de diviser cette somme par 10 millions d'emplois et de se rendre compte de ce que ça représente. Moi, le sentiment que j'ai surtout, c'est que j'espère que pour les États-Unis, ça va être aussi une façon de rattraper un certain retard dans leurs infrastructures. Parce que quand il m'est arrivé, parce que ça fait bien évidemment 18 mois que je n'ai pas remis les pieds aux États-Unis, quand il m'est arrivé d'aller travailler aux États-Unis, d'aller rencontrer des clients potentiels, j'ai toujours été stupéfait par l'âge des infrastructures. Prenez l'autoroute entre Ann Arbor et Chicago dans le Michigan, et vous allez voir, entre le Michigan et l'Ohio, vous avez 500 km et vous devez avoir 2000 trous sur l'autoroute. Donc vous évitez de dépasser les 80 miles. Et ces infrastructures, elles sont vieillissantes. Moi, quand je m'est arrivé d'aller aux États-Unis, et ça reviendra bientôt, j'espère, j'ai toujours eu l'impression d'aller dans le passé. Quand vous allez en Asie, quand vous allez en Chine, vous allez sur une autre planète. Où parfois, on se dit, ils ne sont même pas au courant qu'on existe en Europe. Donc, globalement, c'est peut-être bien pour les infrastructures non plus, mais bon, ouais, mais bon, vous savez. Mais l'inverse c'est vrai aussi. Voilà, l'inverse c'est vrai. Chez nous, donc, mais globalement, les infrastructures européennes n'ont rien à envier aux infrastructures américaines, c'est sûr. Oui. Alors, si c'est pour récupérer ce gap et fournir de l'emploi pour pouvoir redresser cette partie infrastructure, pourquoi pas. Maintenant, vous savez, moi j'ai toujours tendance à dire, et ça fait plusieurs générations, quand l'Amérique va, tout va. Donc si ça fait du bien à l'économie américaine, tant mieux. Mais je crois que c'est des sommes hallucinantes qui vont représenter aussi un endettement pour l'Empire américain assez impressionnant. Et je crois qu'il compte sur les entreprises pour rembourser cet emprunt, je crois. Absolument. Il va être ce plan, s'il avance, s'il aboutit, doit être financé par... pour le coup, c'est contrairement à chez nous, c'est affiché...
loud and clear, fort et clair, c'est l'augmentation du taux d'impôt sur les sociétés qui avait été fortement baissé par l'administration Trump à 21%, qui doit, dans cette proposition, enfin en tout cas remonter à 28%. J'en profite pour afficher, l'AFP nous a fait un petit graphique ce matin, qu'elle a envoyé sur Twitter, afficher ce tableau. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, nous ici en plateau, on ne va pas bien lire, mais peut-être que les téléspectateurs, si vous n'êtes pas trop loin de votre écran, j'aurais dû le faire en plus gros. Voilà, tout en haut, on a effectivement, alors tout en bas, on va dire la Suisse, le taux d'impôt sur les sociétés 8,5, Hongrie, 9, on s'en fiche un peu, Irlande 12,5, Allemagne 15,8, Royaume-Uni 19, je reste sur les grands pays, États-Unis 21, vocation à passer à 28, Japon 23 et quasiment tout en haut, France au-delà de 30. Victor, il y a aussi cette idée que, de nouveau, et c'est peut-être la fin d'une période, enfin en tout cas d'un état d'esprit qui était dans l'air depuis 40 ans, on va dire, depuis le début des années 80, depuis la période Reagan, que l'investissement public, c'est bien, enfin je parle aux États-Unis, est-ce que c'est la fin d'une période et le début d'une autre, c'est ce que vous évoquiez, mais cette idée, est-ce que c'est une idée généralisée, on verra au Congrès des États-Unis ce que les uns et les autres en pensent. On imagine bien qu'il y a une ligne de partage, à défaut de ligne de fracture, entre démocrates et républicains sur le sujet. Globalement, c'est le retour dans l'état d'esprit américain, sans nier le capitalisme, ils ne sont pas là du tout, le retour de la vertu d'un État fort, alors qu'effectivement, depuis les années 80, on était dans une logique de dépenses d'État n'étaient pas efficientes d'un point de vue économique. C'était plutôt donner l'argent au secteur privé qui était plus efficient. On a des périodes comme ça, on a des cycles, on a des modes. Comment vous qualifieriez cette évolution des esprits ? Alors, effectivement, je pense que comme vous le précisiez, on pourrait considérer qu'il y a un changement de paradigme. C'est qu'on se rend compte que le meilleur moyen de se désendetter, c'est pas de faire forcément des coupes budgétaires fortes, c'est de mettre en place le cadre et impulser un nouveau souffle pour, en gros, favoriser la croissance, parce que c'est le meilleur moyen. Pour faire rentrer de l'impôt derrière. Pour faire rentrer de l'impôt derrière. Vous parliez de désendettement. Ouais. Effectivement, et je pense qu'on se rend compte aussi que dans nos sociétés, il y a une forte épargne privée et qu'il y a toujours un fort besoin d'actifs liquides, et que les obligations d'État américaines, donc qui sont levées à partir du moment où le déficit se creuse parce qu'il y a de la dette publique, toute cette dette publique qui est générée, en fait, elle trouve facilement preneur. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il n'y a pas de risque sur la soutenabilité de la dette. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Facilement preneur à des taux d'intérêt qui sont supérieurs aux nôtres en Europe, puisque le 10 ans américain, il a bien monté. Il tourne de 1,75 maintenant, mais enfin, ça reste dérisoire par rapport à ce que ça pouvait être il y a 20 ans. Même si c'est très supérieur à nous sommes encore en taux négatif très légèrement, nous et les Allemands. Donc c'est aussi que cette dimension sur les taux, elle est un peu conjoncturelle, certes, parce que les banques centrales baissent leurs taux, ça nous emmène dans un environnement de taux bas, mais je pense qu'il y a aussi des phénomènes beaucoup plus structurels qui font qu'en fait on est dans un environnement où les taux vont être bas longtemps. Donc à partir de ce moment-là, la dette n'est pas forcément les problématiques sur l'endettement. C'est moins un problème qu'à une époque. C'est moins un problème qu'auparavant, et je pense que c'est pour ça que les États-Unis, grâce à l'appui de la politique monétaire et de la Banque centrale américaine, et nous on a la même chose dans nos zones euro, on a un microcosme qui fait que ces problématiques de dette ne sont plus les mêmes qu'avant, et justement eux ils disent autant accélérer, et cette perspective-là va pouvoir augmenter le potentiel de croissance et augmenter les recettes. Et l'objectif aussi, c'est qu'il y a pas mal d'études qui sont faites en ce moment pour montrer que, par exemple, 100 milliards d'investissement public, ça permettrait de générer 1 million de jobs à plein temps aux États-Unis. Et que, globalement, aussi, c'est le NBR qui a fait une étude récemment qui... Là, c'est 2000 milliards, donc ça voudrait dire 20 millions de jobs. Potentiellement. Si je fais la conversion. Ouais. Mais il faut avoir en conscience que, certes, les États-Unis sont dans une phase de rattrapage beaucoup plus avancée que la nôtre. Mais tout de même, on est toujours à un écart de 8 millions d'emplois par rapport au début de la crise en 2020. Et je pense qu'il y a aussi cette perspective-là de réduire les inégalités et de trouver des nouveaux jobs, des nouveaux débouchés
C'est pour ça qu'ils insistent sur les infrastructures, certes, mais aussi sur les dimensions de R&D pour que justement les personnes qui ont des profils plus avec des niveaux de diplôme plus élevés trouvent des solutions techniques, notamment pour renforcer leur potentiel de croissance par rapport à des produits haut de gamme. Et il y a aussi la dimension climatique et environnementale, qui d'ailleurs fait beaucoup débat au sein du Parti démocrate, parce que certains trouvent qu'on ne va pas assez loin. Et toutes ces dimensions-là, c'est un peu l'industrie du futur, tout ce qui est l'inno, la tech, la santé. Et je pense que c'est aussi cette considération-là qui pousse les États-Unis dans cette voie. Dans les infrastructures, dans les 2000 et quelques milliards, il y a une dimension environnementale, même si elle est certainement jugée insuffisante par certains, y compris outre-Atlantique, notamment un investissement massif dans les réseaux de stations de recharge pour véhicules électriques. 7 milliards. Voilà, parce qu'effectivement, si les véhicules passent à 170. l'électrique, il faudra bien les... Ça risque d'être un goulot d'étranglement chez nous aussi, d'ailleurs, un de ces jours, parce qu'on s'occupe beaucoup des voitures électriques, mais pas tellement des stations de recharge. Et puis, il y a une dimension quand même sur les énergies renouvelables, par ailleurs, également dans ce plan-là. Laurent, je rappelais le tableau, enfin, je rappelais le tableau des impositions sur les sociétés. Vous vous dites même 28, nous en France on aimerait bien, non? Oui, on aimerait bien. Après, c'est pas tout à fait toujours comparable parce que la base imposable n'est pas toujours la même. Donc le taux facial d'impôt sur les sociétés mérite d'être un petit peu creusé, mais enfin ça donne quand même une idée des différences entre les zones ou entre les pays. Le coût des ressources humaines n'est pas aussi le même en termes de pression de charges sociales ou autre. En même temps, c'est aussi ce qui nous a permis à nous, la France, a priori, d'arriver à accuser le choc assez bien, parce que concrètement, il y a beaucoup d'entreprises qui, depuis plusieurs mois, ont repoussé des échéances comme l'URSSAF, comme d'autres charges sociales et patronales. Oui. Et c'est vrai que cette facilité n'est pas anodine pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc il faut aussi relativiser ça. Il faut voir ce qu'il y a en face. Il faut voir ce qu'il y a en face. Voilà. Écoutez... moi, j'ai envie qu'ils aillent bien, parce que s'ils vont bien, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des débouchés aussi. La balance commerciale vis-à-vis des États-Unis n'est pas mauvaise non plus pour l'Europe. Hey. Donc profitons-en. Alors, elle profite beaucoup. Sauf que sur un plan ouais, mais là, c'est des infrastructures, le nouveau plan. Donc globalement, et puis il y a le Made in America, il est plutôt assumé également par la nouvelle administration. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord, alors il y aura sûrement des prestataires étrangers, mais bon, globalement, cet argent, il va quand même d'abord bénéficier aux industriels américains pour les routes, pour les ponts, pour les stations de recharge électriques. Et tant mieux. Maintenant, dans le même plan, ils indiquent que ce plan doit être là pour préserver tous les petits emplois, pour réussir à reconstituer de l'emploi sur, on va dire, certains critères de revenus, donc sur des petits emplois, et en même temps augmenter la pression sur les entreprises en termes d'imposition. Donc il faut espérer que l'un dans l'autre, les entreprises s'y retrouvent, parce que sinon ça va être compliqué d'augmenter l'emploi s'il n'y a pas en face les nouveaux chantiers, réellement. Victor, je voyais par rapport à l'ampleur des montants évoqués, que ce soit le plan d'il y a un mois ou celui d'hier. Je voyais ce commentaire issu de la Maison-Blanche qui expliquait que voilà, le risque de faire pas assez était largement supérieur au risque de faire trop. Sous-entendu dans les montants, que ce soit dans les montants de soutien, les 1900 milliards, dans les montants d'investissement, les 2200 et quelques milliards annoncés hier soir. On va pas s'excuser pour ça. C'est certain, le risque de faire pas assez est supérieur au risque de faire trop en économie, en termes d'input d'argent public dans l'économie. C'est marrant parce que ça, c'est un débat qu'on a, nous, en Europe, et que, visiblement, eux non plus aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on peut se dire qu'eux sont en avance par rapport à ça? Eux sont même dans la phase d'après, de se dire, il vaut mieux en faire beaucoup maintenant et de savoir après comment on va pouvoir gérer les éventuels déséquilibres qui pourraient apparaître. Il y a eu le débat sur l'inflation, avec notamment les déclarations de l'ancien secrétaire d'État au Trésor, Larry Summers. On est vraiment dans une dimension, dans une approche complètement différente de ce que nous, on a en Europe. Et c'est vrai que on a l'impression qu'au vu du rattrapage rapide aux États-Unis, à part sur les indicateurs de confiance des ménages, où on sent qu'il y a un peu de décalage, mais que globalement, dès la fin d'année, dès le T4 2021, il y aura un retour au niveau de PIB de 2019, alors que nous, c'est plutôt au niveau du deuxième trimestre. Et il y a quand même ce décalage-là qui nous devrait faire prendre, je pense, conscience qu'il vaut mieux faire plus que pas assez, quitte après à rétro-pédaler et peut-être mettre en place des politiques beaucoup plus ciblées et d'ajuster. Mais globalement, là, les Américains ont commencé à faire par quelque chose de court terme,
Et là, ils sont sur du moyen terme. Donc, il n'y a pas forcément... Les montants, ouais, ils sont difficiles à appréhender parce qu'ils sont tellement importants que c'est pas forcément Est-ce que ça évident. fait sens, Victor, typiquement, de comparer les 2200 milliards disons 2000 milliards d'euros annoncés, présentés hier soir, avec les 750 milliards d'euros du plan de relance européen, sur lequel les 27 se sont mis d'accord début juillet de l'année dernière, qu'on attend toujours, mais enfin ce plan il reste valable. Voilà, 2000 versus aux États-Unis sur 4 ans, versus sur 8 ans, Ouais. versus 750 milliards chez nous, pour une zone qui est relativement comparable. Est-ce que comparer ces deux chiffres, là pour le coup, le plan de relance c'est plutôt des infrastructures, c'est plutôt des investissements publics. Alors, la comparaison, pour l'instant, nécessairement, elle existe, parce que les chiffres, ils sont avancés. Après, c'est plus sur la cadence. Moi, je pense qu'il faut d'abord réfléchir, parce qu'en Union européenne, ce plan-là, les premiers décaissements, ils auront lieu qu'en septembre de cette année. Aux États-Unis, 60% des 1900 milliards qui avaient été annoncés par Biden, ils vont déjà être décaissés. Et nous, c'est beaucoup plus sur du moyen terme et des montants qui sont nettement importants. Donc l'enveloppe apparaît un petit peu ridicule par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Et je pense que c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'il y a eu des appels la semaine dernière à ce que les pays européens puissent se réunir de nouveau pour reconcevoir ou en tout cas augmenter nos plans de relance. Même si on sait que c'est très difficile parce qu'on est une zone qui est fragmentée, on n'a pas forcément... Et qu'il faut se mettre d'accord à 27 et c'est assez peu probable à court terme. Le chef de l'État, il y a quelques jours, dans son interview à Nikos Aliagas, là, pour la télévision grecque, il a dit, alors en gros, pas assez d'audace, il parlait des vaccins, hein, pas assez d'audace, on n'a pas assez regardé vers les étoiles, pas assez de folie par rapport aux Américains. Voilà. Est-ce qu'on peut faire la même analogie par rapport au plan de relance en disant qu'effectivement on est un petit peu trop prudent, y compris en termes de politique budgétaire chez nous, par rapport aux Américains qui sont plus audacieux, voilà, non seulement dans l'investissement dans les vaccins, mais également dans la politique budgétaire classique, les investissements publics en infrastructures, les routes, les ponts, qu'on en ait besoin, même si, ou d'autres types d'investissements. On a peut-être moins besoin d'investissements dans les routes et les ponts qu'en Amérique, mais... c'est vrai que... ce parallèle-là est osé ou pas ? À l'heure actuelle, il ne le semble pas tant que ça, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, notamment sur le taux de vaccination, ils sont à près de 50% de doses administrées pour 100 personnes, ce qui est énorme quand nous, on est autour de 16-17%, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie. Bon, au UK, on est beaucoup plus élevé, au Royaume-Uni, mais bon, c'est plus l'Europe maintenant, donc on fait comme s'il n'existait plus. Attends, non, je plaisante, mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment que cette prise de conscience-là, et c'est ce que j'évoquais tout de suite, c'était une prise de conscience du changement de paradigme et de la combinaison de la politique budgétaire d'une part et de la politique monétaire et ce que ça nous permet. Et je pense que, je partage notamment votre point de vue, pour moi, ce n'est pas forcément que à l'État de faire tout pour que l'économie puisse fonctionner. L'État est là pour impulser, est là pour fixer un cadre. C'est le cœur du débat. C'est-à-dire qu'effectivement, là, Biden, il dit, il faut y aller. Oui, il faut y aller. Et je pense que c'est justement aux entreprises, après, de pouvoir s'en emparer. Le jour où on pourra enfin sortir de la crise, on aura plus de visibilité, que l'incertitude sera moins élevée, pour justement enclencher ce type de chemin de croissance dont on aurait besoin. Et je pense que ça passe aussi par cette prise de conscience qu'on a un changement de paradigme et qu'il n'y a pas forcément les mêmes contraintes que par le passé. C'est le cas pour l'instant pour les États et on espère que très rapidement, ça sera aussi le cas pour les entreprises. Moi, c'est intéressant cette comparaison que vous faites entre les 700 milliards des 27 pour l'Europe et les 2000 milliards pour les États-Unis. Quelque part, ça nous donne aussi un comparable par rapport à ce qu'on a pu mettre en place en Europe. Non pas sur le fait de « oh là là, les Américains ont été beaucoup plus loin que nous », pas du tout. C'est plutôt sur le surendettement excessif. Si on va sur un endettement excessif, ça va aussi obérer l'avenir. Et globalement, à l'échelle même de nos entreprises, le PGE s'est mis en place. Il a fallu faire attention à éviter de surendetter pour rien des entreprises, même si la capacité d'endettement grâce au PGE était assez importante. Quand vous dites pour rien, c'est parce que c'est de toute façon trop tard, on crée des entreprises zombies, ou c'est quoi ? Il faudra aussi rembourser. Il faudra aussi rembourser. Alors, vous voyez, par exemple, mon entreprise bénéficie d'un label d'entreprise innovante par BPI France. D'accord. Donc, pour Blue Linéa, le critère, c'est pas 25% de chiffre d'affaires annuel, c'est 2 fois la masse salariale. Et pour l'instant, nous avons mobilisé 2 fois de la masse salariale annuelle de 2019. Et avec ça, quoi, de PGE. De PGE, d'accord. Voilà. Donc, globalement, quasiment l'équivalent d'un chiffre d'affaires annuel pour Blue Linéa. Voilà. Donc, c'est pas neutre. Eh bien, écoutez, nous, on a refusé et on a pris soin de ne pas mettre en place un PGE
autant. On a fait une première tranche. Évidemment, là, on arrive dans une phase où on a vu qu'un trou d'air allait arriver de quelques mois. Maintenant, on a un cadre qui est fixé, mais on en parlera, je crois, tout à l'heure. Mais globalement, il faut prendre soin à chaque fois d'éviter de se surendetter par principe. Et globalement, est-ce que les Américains vont pas un peu trop loin ? Et concrètement, moi, quand on compare les 750 milliards de l'Europe et ce que les Américains ont mis sur la table, ils n'ont rien mis sur la table. Ils ont juste mis en place une capacité d'endettement à voter. Il faut voter cette capacité d'endettement. Concrètement, c'est pas de l'argent frais qui provient de. Oui, mais ils ont les clés de la machine, de la machine à billets, qui imprime les billets, hein, donc et puis c'est leur monnaie. Donc. De ce fait, on se dit que l'Europe, c'est pas surendettée tant que ça, et que quelque part, elle a pris soin d'éviter d'arriver dans des sommes où on a même du mal à les traduire en français, quoi. Oui. Alors on est plutôt au-dessus de la moyenne européenne, nous, parce que là on est à 120% de PIB pour ce qui est de la France. La moyenne européenne est à 100. Post-crise, je crois, je parle sous votre 115, contrôle. En France. 115 en France, oui, un peu moins que prévu. On s'attendait à 119 et finalement, on est sorti à 115. Allez, on marque une courte pause. On va revenir précisément en France, s'intéresser à l'impact des annonces hier soir. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite. Retour dans l'été Smart. Merci de rester avec nous. On s'intéresse à l'impact éventuel, dans quelle direction, selon quel montant, quel volume, quels enjeux des mesures du serrage de vis supplémentaire annoncé hier soir par le chef de l'État à partir de 20h, que vous l'ayez écouté en direct ou pas. Vous avez une vague idée de ce qui a été annoncé. L'annonce principale, elle avait été un petit peu anticipée, c'était la fermeture des écoles anticipée à partir de ce week-end pour une espèce de gros mois en intégrant les vacances de Pâques et la généralisation à l'ensemble du territoire des annonces qui avaient été faites 3 semaines plus tôt concernant les 2-3 régions concernées, notamment l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Dépêche AFP, la reprise par France Info, Covid-19, 150 000 commerces fermés en France. Le coût des aides passe à 11 milliards d'euros par mois, annonce Bercy, une somme qui comprend donc à la fois le coût total du fonds de solidarité, du chômage partiel pour l'État, enfin le coût pour l'État du chômage partiel et des exonérations de cotisations sociales. Ça, c'est le premier annonce de Bercy à la louche sur le coût de ce serrage de vis supplémentaire. À l'issue de l'annonce d'hier soir, le président du MEDEF, ce nouveau confinement va être terrible pour les secteurs fermés. Ce doit être le dernier. Ouvrons-les tous le 15 mai. Donc là, on prend le chef de l'État au mot. Jacques Cressel, le président de la Fédération du commerce, nous dit une nouvelle fois le commerce va subir très fortement les conséquences de ces décisions. Au moins 150 000 commerces de plus vont devoir fermer pour 4 semaines. Il est plus que temps de bâtir un plan de sauvegarde et de renouveau du commerce. Premier employeur de France, rappelle-t-il. Je commence par le chef d'entreprise sur ce sujet. Globalement, c'était une annonce qui concernait les écoles hier soir, pour l'essentiel, et puis la généralisation de la fermeture des commerces. Vous n'êtes pas directement commerçant, en tout cas de commerce physique. Laurent, vous vous êtes dit so what hier, aucun impact sur moi, sur mon entreprise. Vous avez déjà réfléchi en tant que qu'est-ce que ça va changer pour moi? Est-ce que la fermeture des écoles, ça va entraîner l'absence de salariés? Il va y avoir des conséquences significatives. Comment vous avez ressenti, témoignage, comment vous avez ressenti ces annonces hier soir en tant que chef d'entreprise? Alors moi, j'ai surtout ressenti par la parole présidentielle la fin d'un déni. La fin d'un déni de ce qu'on vivait sur le terrain, à savoir des familles de salariés ou des salariés touchés par le Covid, des problématiques de déploiement, de mise en place de nos services, de nos solutions. Et depuis 3 mois, on a fait... Services et solutions pour personnes âgées, je rappelle, tout parce qu'il faut pas préciser ce que l'activité de Brulinéa, pardon. Le job de Brulinéa, c'est de prendre soin à la fois de personnes âgées à domicile ou en établissement, mais aussi des soignants, donc de les accompagner. Donc oui, on a la chance d'avoir une activité qui a jamais enregistré autant de commandes, parce que aujourd'hui, concrètement, dès lors qu'on a des demandes de soignants pour avoir des outils, pour avoir du support, eh bien, leur management aujourd'hui sont forcément très attachés à répondre oui et à financer et à mettre en place. Donc en termes de business, vous n'avez pas subi la crise de cette dernière année? Oui, mais par exemple, le
retard à la vaccination, nous, on le subit de plein fouet parce qu'on peut intervenir dans les EHPAD, de moins en moins dans les résidences-services, de moins en moins dans des colloques entre seniors, de moins en moins dans des établissements qui accueillent des personnes âgées qui viennent de la ville et qui n'ont pas encore eu la chance d'être vaccinées. Et du coup, quand vous intervenez... C'est l'entre-deux, là, qui vous... Et voilà. Voilà. Bon. Donc, quand je dis c'est la fin d'un déni, vous voyez, jour pour jour, jeudi dernier, j'ai envoyé un message fort à toutes les équipes de Blue Linéa pour leur dire attention, on remet en place beaucoup plus strictement le télétravail, parce que je trouve qu'on est trop nombreux au bureau. Mais vous savez, on n'arrive plus à retenir les salariés chez eux, quoi. Ils ont besoin de bouger. Donc j'ai osé le dire. J'ai osé dire, attention, si jamais nous venions à être tous cas contact, comment nous pourrions intervenir, continuer à prendre soin des personnes qui nous font confiance. Donc ça, c'est pas rien. Et puis oui, avec un niveau de record de commandes que nous enregistrons en ce moment même, il va falloir à un moment donné qu'on puisse les délivrer. Et là, oui, c'est la fin d'un déni hier soir, parce que tout simplement, on nous a donné enfin des étapes. Pour moi, la journée d'hier, c'est un T0. C'est un T0 sur une sortie de crise d'ici à 3 mois. Il y en a qui diraient que c'est un T365, parce que ça fait un an que ça dure, mais... On s'en fout. Non, mais ouais. Je vous entends, Guillaume. Ouais. Mais vous savez, c'est une crise sanitaire inédite. Donc, on a tous appris en marchant. On ne peut pas en vouloir à un moment qu'il y ait eu des incompréhensions sur quels étaient les bons gestes. Ah non, mais moi, je me prononce pas. Ce que je note, c'est que vous avez, vous positivez, ça c'est un discours de chef d'entreprise, d'entrepreneur, c'est compréhensible. Vous dites, voilà, vous avez enfin le sentiment que c'est le début de la fin. Blue Linéa appartient à un groupement d'entreprises qui s'appelle la Silver Alliance. Nous sommes une 50aine d'entreprises qui ont tous un but commun, intervenir auprès des seniors, que ce soit à domicile ou en établissement. Grâce à ce type de prise de parole, enfin on a un T0, enfin on a un calendrier de sortie de crise, alors qui est beaucoup plus simple. C'est pas le premier, mais on peut espérer que celui-là soit tenu. Ouais, mais celui-ci, c'est la parole présidentielle, elle a de la valeur. Ouais. Alors bien évidemment, la parole présidentielle, elle arrive au moment où il y a eu de la réassurance sur la livraison des vaccins. Ouais. On imagine bien que notre président ne s'est pas exprimé à la légère. Il a attendu d'avoir un peu de visibilité sur la production de vaccins. Et de ce fait, la crédibilité semble être là. Donc, bien évidemment, il le paiera cash, sinon, le président, de nous avoir donné ce calendrier si on n'est pas capable de le respecter en France. Mais globalement, ça permet à tous de se rendre compte de quelles vont être les prochaines étapes. Quelles vont être les prochaines étapes ? Les prochaines étapes vont nous amener au début de l'été. Donc, quelque part, c'est surtout une sortie de crise avérée annoncée pour le 1er septembre 2021. Pour nous, les entreprises, pour toutes les entreprises. Ça veut dire, globalement, pour nous, citoyens, on va pouvoir... Vie normale, 1er septembre, c'est ce que vous avez compris. Vie professionnelle normale, oui, vie professionnelle normale, au 1er septembre, et vie personnelle à peu près normale au 1er juillet. D'accord. Donc, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Enfin, on ose s'impliquer là-dessus. Moi, je me souviens, si on remet en arrière l'horloge d'un an, quand on parlait avec nos banquiers, ils nous disaient, vous savez, n'espérez pas qu'on retrouve une vie normale le 1er septembre, avant le 1er septembre 2020. Bon, il y aura eu un an de plus. Voilà. Bon. Donc il faut s'adapter, on n'a pas le choix. Ce qu'on voit en Israël, ce qu'on voit en Angleterre, nous rassure. C'est que la vaccination, nous rassure sur le fait que ça marche. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment le choix, d'ailleurs, Guillaume ? Ah, moi, je n'ai pas le choix, mais vous non plus, je ne pense pas. Après, effectivement, vous avez le droit, et en tant que chef d'entreprise, et en tant que citoyen, d'avoir une réaction. L'économiste, il a réagi comment hier soir, 20h15, Victor ? Pas beaucoup de surprises parce qu'on s'attendait effectivement qu'il y ait à un moment donné ce type d'annonce. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, vous avez ouvert votre tableau Excel, vous avez commencé. À partir de ce moment-là, il faut à nouveau se pencher sur le coût et l'efficacité surtout des mesures. Et je trouve que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on sait que les mesures vont devoir être prolongées. Donc on est dans une année où les analyses qu'on peut mener, elles sont peut-être pas forcément. C'est difficile à mener. Il y avait notamment, je crois que vous receviez des gens de Cofast il y a peu de temps qui parlaient que les défaillances d'entreprise étaient anormalement basses et que c'est du coup un environnement économique qui est un peu perturbant parce qu'on ne sait pas tout à fait atypique, tout à fait atypique, parce qu'on a un peu du mal à dire en fait ce secteur-là, on sait qu'il est par exemple le secteur de la restauration, il est très affecté, mais justement grâce aux mesures de soutien, malgré tout, il n'y a pas forcément une hausse des défaillances, donc c'est quelque chose qui n'est pas évident à avoir
à modéliser, en tout cas, et avoir vraiment une idée claire. Mais c'est que pour l'instant, on a effectivement un calendrier qui est un petit peu plus clair et qui, on l'espère, nous permettra un rebond beaucoup plus fort que ce qu'on espérait, au moins au T4 au dernier trimestre de cette année, quoi. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'État a les moyens de dépenser X milliards supplémentaires en élargissant à toute la France les mesures de soutien au secteur fermés, en l'occurrence pour l'essentiel le commerce, et après tout le reste des secteurs fermés, mais ils étaient déjà fermés. Je parle des nouveautés, annoncées hier soir. Jusqu'à maintenant, l'État a toujours su faire preuve d'un grand sens de responsabilité et a pris des mesures salvatrices, que ce soit le prêt garanti par l'État et le chômage partiel, qui est un dispositif en termes de pour éviter qu'il y ait une hausse massive du chômage, en termes de soutenabilité de l'emploi, on peut qualifier un peu de l'extraordinaire et qui bénéficie grandement aux entreprises. Et je pense que c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, notamment Laurent, sur les PGE, parce que sur les PGE, je pense qu'à mon sens, il y a quelque chose qui est à la fois, c'est assez ambigu, qui est à la fois sain et qui est à la fois malsain, c'est qu'il y a des entreprises qui sont fortement endettées. Et toutes les entreprises qui sont fortement endettées n'ont pas forcément les mêmes capacités à tout de suite sortir de la crise. Il y a des sortes d'entreprises qui, en fait, ont gardé ces liquidités et ont demandé un montant important et pourront repartir facilement parce que, justement, elles ont cette capacité de remboursement assez élevée. Et d'autres, il va falloir... Il y en a la moitié qui ne l'ont pas utilisé, d'ailleurs. Il est resté sur le compte. Selon les dernières enquêtes, c'est près de 60% qui... Plus de la moitié. Qu'ils le gardent sous forme de réserve au cas où, si la crise continue. Donc, ils ont été sûrement plutôt... ils ont été prudents, ils ont eu raison de l'être parce que la crise se poursuit. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut peut-être réfléchir à dire, est-ce que les entreprises peut-être qui ont des besoins supplémentaires, notamment des PME ou des TPE, dans des secteurs où la reprise sera un peu moins forte, comment, avec le même montant d'aide, on va pouvoir un peu rebasculer pour que les entreprises qui ont les capacités de rembourser rapidement, sans que ça leur pose des problèmes logistiques, puissent en fait transférer une partie de l'argent de l'État qu'ils ont récupéré vers des entreprises qui ont plus de besoins et qu'il faut préserver. L'idée, c'est pas de préserver des zombies, même si c'est très difficile de déterminer. Aller plus dans le fléchage, dans la segmentation des aides plutôt que pour tout le monde, quoi. C'est ce que... À ce stade, je pense que c'est très bien qu'on ne passe pas de fléchage, mais que très rapidement, je pense qu'il va falloir qu'on le fasse, surtout que ça pourra c'est-à-dire qu'à un même montant, on pourra faire les mêmes choses, les soutiens à les entreprises qui en ont vraiment besoin, et celles qui n'en ont pas besoin pourront repartir parce qu'il y a justement une demande dans leur secteur, et c'est ça qu'il faut vraiment réussir à faire dans les prochains mois, quoi. Laurent, vous évoquiez le télétravail. Je voudrais vous montrer cette courbe qui a été sortie par Rexecode là, par rapport à des données Google, qui est assez amusant, sur le pourcentage d'activité au bureau par rapport à la normale. Et on voit que ces derniers temps, et globalement sur l'ensemble de la crise depuis un an, on télétravaille moins en France qu'aux États-Unis et nettement moins qu'au Royaume-Uni. Vous disiez vous-même que dans votre entreprise, on était revenu au bureau, quoi, globalement, et que c'est vous qui avez dû taper sur la table pour dire hey, les amis, on est un petit peu sérieux, on continue autant que possible à essayer de rester chez soi. Alors, dans notre entreprise, on a une moyenne d'âge de l'ordre de 28 ans, mais globalement, on a quasiment les 2/3 de l'entreprise. Vous avez des gens qui ont moins de 30 ans, et un tiers qui ont plus de 50 ans. Donc c'est comme ça qu'on arrive à cette moyenne d'âge. On ne peut pas en vouloir aux jeunes de l'entreprise d'avoir pris le réflexe de venir dans l'entreprise, d'avoir le plaisir de déjeuner ensemble, d'être dans une situation moins fragilisée que d'autres. Et comme on leur interdit de sortir le soir, de se dire tiens, on se retrouve autour d'une salade. Chez nous, on a pris la décision cet été, on est passé plutôt de 700 mètres carrés à 1000 mètres carrés de bureau au siège. Pour une entreprise qui fait 100 personnes, avec des agences en France, c'est pas si énorme que ça, mais 1000 mètres carrés, c'est déjà une certaine place. Et on a créé un tiers de cet espace dédié plutôt à une énorme cuisine, un grand salon, des grandes salles de réunion, et tout connecté. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu recréer une expérience de vie quand on arrive dans l'entreprise. Mais je pense que le télétravail... Et ça a été créé avant la crise. Cet été. Non, durant cet été. On a fait des travaux importants durant cet été en disant... Oui, mais cet été, on pensait qu'on sortait de la crise aussi. Voilà, on pensait qu'on sortait de la crise. Oui. Et souvenez-vous, au début de l'été, la plupart de la Vox Populi, c'était comment allons-nous faire pour que nos équipes reviennent au bureau. C'était ça le sujet
au retour des vacances. Comment vont-ils avoir à nouveau envie de revenir au bureau? Donc nous, on s'est dit, on va garder un mix télétravail-entreprise, alors que comme la plupart d'entreprises françaises, mi-latine, mi-germaine. Globalement, on n'était pas fan du home office, ou c'était souvent vu comme étant une fois chez lui, est-ce qu'il bosse ou pas. Ouais. Alors qu'on voit bien que c'est tout l'inverse. À la rigueur, on arrive à mieux se concentrer, à mieux travailler. Souvenez-vous. Ça dépend des cas, effectivement. Après, quand elle est, ça dépend des types des de jobs. situations familiales, Voilà. des types de logements, évidemment. Exactement. Mais globalement, moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu des appels de salariés en me disant Laurent, s'il vous plaît, je ne veux pas rester bloqué chez moi. C'est impossible. Je vis dans 30 mètres carrés. Je veux pouvoir venir au bureau. Et donc, il a fallu organiser ça. Donc là où je veux en venir, c'est que je pense que souvent on parlait du monde d'après, et on n'y est pas encore dans le monde d'après. Mais je pense que de manière durable, on va avoir désormais une vision différente du télétravail et du travail tout court. Et cette crise sanitaire, avec l'ensemble du gap technologique qu'on vient de franchir, nous avions tous les outils, nous les avions à disposition. Teams, Zoom, tout ça existait déjà. Désormais, on les exploite au quotidien et ça ne choque plus personne. Ça fait du bien à la planète, ça fait du bien au bilan carbone, ça fait du bien au déplacement qu'on ne fait plus pour rien. Et globalement, ça va rester de manière beaucoup plus longue qu'on le pense. Même si évidemment, il y aura un effet de curseur, évidemment. Mais en tout cas, on comprend, on voit avec cette courbe aussi que voilà, il y avait d'un point de vue sanitaire, pas d'un point de vue de la vie au bureau, il y avait une logique à ce que le chef de l'État, le Premier ministre derrière, rappelle que le télétravail, autant que possible, doit être la norme durant cette crise sanitaire pour essayer d'améliorer la situation. Guillaume, j'avais envie d'ajouter un point, parce que évidemment, je ne suis pas un commerçant, mais vous voyez, moi, j'habite en Nouvelle-Aquitaine et je travaille en Île-de-France, donc je fais les allers-retours toutes les semaines. Et moi, j'ai une pensée à tous ces commerçants que j'ai vus il y a une semaine, qui avaient réouvert leur boutique, qui avaient reçu leur collection en se disant, bon, les vacances de Pâques arrivent. C'est ceux qu'évoquait Jacques Cressel, c'est les 150 000 commerces qui doivent fermer. Moi, j'habite un petit village à côté de La Rochelle. Oui, je vois très bien Vincent qui commençait à recevoir ses meubles, sa femme qui commençait à recevoir sa collection de prêt-à-porter, et avec les cartons posés dans la rue en disant vous n'avez pas peur? Non, ici il ne se passe pas grand-chose. Et concrètement, ce qui est un peu terrible, c'est que c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose, notamment dans l'ouest du pays. Et oui, et le coup de massif sur cette côte atlantique, sur toute l'Atlantique du tout ouest de la France, où c'est un vrai coup de massue, à la fois parce que les vacances ne vont durer que 15 jours, et à la fois parce qu'ils sont logés à la même enseigne, avec, il est vrai, tout de même des conditions différentes, a priori, et on ne peut pas dire le contraire. Alors, est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la proximité de l'océan? Je n'en sais rien, mais quoi qu'il arrive, on a toute une bande là, tout un tiers de la France. Et depuis le début, déjà lors de la première vague. Ne peut que montrer de la solidarité, et j'ai vraiment une pensée pour eux tous, parce que, vous savez, les aides, c'est pas ce qui va les rassurer, parce que, globalement, ils attendaient qu'une chose, c'est travailler, quoi. Et donc, ils vont devoir attendre un mois de plus. Donc, c'est pour ça que Jacques Cressel, le président de la Fédération du commerce et de la distribution, nous disait qu'il faut bâtir un plan de sauvegarde du renouveau du commerce en France, qui rappelait que c'est le premier employeur de France. Victor, d'un point de vue macro, économique, est-ce que les objectifs du gouvernement, l'objectif officiel de Bercy, plus 6% de croissance cette année, rebond très, très significatif, est encore tenable? Il y a 3 jours, je crois, l'Italie a révisé 2 points à la baisse ses prévisions de croissance. Monsieur Draghi est passé de plus 6 à plus 4, ou plus 4 et quelques. On n'en est pas là. Alors, c'est probablement pas les annonces d'hier qui chamboulent la donne, mais à chaque fois, c'est des petites choses qui font que, à chaque annonce de ce type, on comprend que ça va être plus compliqué d'atteindre ce chiffre, ou on peut rester, comme les Bercy à date, confiant sur l'objectif? Tout dépend de l'ampleur du rebond à partir de l'été, si on a le virus derrière nous. Et aussi de la campagne de vaccination, parce que je pense que ça reste malheureusement le problème un peu central, parce qu'on voit très bien que les pays qui vaccinent plus rapidement, ils sortent
plus rapidement de la crise. Après, je ne suis pas sûr que ces nouvelles restrictions nous amènent à des corrections massives de prévisions. On est en 0, quelque chose avec petite annonce dessus. Il y aura probablement des révisions à la baisse. Ouais. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de révision à la baisse parce que les activités de services qui doivent fermer, les commerces, nécessairement... Les fameux amis commerçants de Laurent, et nécessairement, c'est un mois de PIB en moins dans leur activité, de chiffre d'affaires. Effectivement, en termes d'activité, il va y avoir nécessairement une baisse plus prononcée que ce qu'on imaginait, en tout cas, initialement, en tout cas au deuxième trimestre. Déjà qu'on avait une baisse au premier trimestre de l'activité, par rapport à ce qu'on pouvait attendre, à cause justement des effets du nouveau confinement. Donc nécessairement, je pense qu'il y aura une baisse. Après, on espère que très rapidement, on aura cette perspective de sortie de crise qui nous permettra d'atteindre cette cible, mais marquée toujours par une forte incertitude. Mais la variable qui est susceptible d'influencer sur le niveau de croissance en 2021, ce que vous nous dites, c'est plus le rythme du plan de vaccination que les annonces de pseudo-confinement, serrage de vis, slash gestes barrières qui peuvent être faites. Le gros souci actuellement, c'est les perspectives de demande. C'est souvent ce qui ressort dans les enquêtes. C'est que les entreprises ont du mal à voir en fait à quel moment ils vont pouvoir... quelle sera l'ampleur de la demande à 1 mois, à 3 mois, à 12 mois. Donc l'avantage, c'est que les mesures du gouvernement à permettre de maintenir le pouvoir d'achat et on espère que ça va pouvoir lisser la consommation dans le temps, qu'il n'y aura pas forcément un gros gap. Mais en même temps, si on ne peut pas, au niveau de la production, au niveau des ventes, même si on ne sait pas comment va être la demande, mais qu'on est fermé, de toute façon, on ne se pose plus la question. Mais c'est que la demande va rester le point d'ancrage fort pour déterminer le potentiel de croissance cette année, la prévision cette année. Si on regarde à un niveau plus proche de l'entreprise, ce confinement 3.2, 2.0, on est passé à 3.2. Complètement, c'est plus simple aujourd'hui pour les directions financières des entreprises de pouvoir avoir des perspectives. Quand on manque de perspectives, on doute, et quand on doute, généralement, on est dans l'inaction. Là, aujourd'hui, on est capable de faire un plan de trésorerie d'ici à la fin de l'année plus facilement, parce qu'on a une visibilité à 3 mois. Toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, si le sommet est suivi comme... Il faut laisser la crédibilité à cette parole présidentielle qui, jusqu'à présent, quand elle a été activée, on ne peut pas dire que il n'y a pas eu... les engagements n'ont pas été tenus, au contraire. Donc, concrètement, par exemple, pour nous, ça nous donne une visibilité beaucoup plus sereine de dire voilà les besoins en cash qu'on va avoir, voilà comment on va les gérer, comment on va faire en sorte. Et heureusement qu'on n'avait pas activé trop en avance ce levier PGE. Il nous en reste encore un peu largement. Et on peut se rendre compte de comment on va passer cette période, qui est une période où il suffit... L'année dernière, il suffisait de voir l'Italie pour savoir ce qui allait nous arriver 15 jours plus tard. Désormais, il suffit Sauf que c'est pas ce qu'on faisait. On disait c'est les Italiens. Et on n'y croyait pas. Désormais, il suffit de regarder ce qui se passe en Angleterre pour savoir ce qui va se passer chez nous dans 3 mois. Donc 3 mois. Voilà. Et il faut s'y tenir. Donc demain dépend de nous, donc il faut s'y tenir. Et alors vacciner, je suis pas fan, mais si c'est que ça le sujet, allons-y quoi. Allez, il reste 5 minutes dans l'émission. On va balayer 2-3 petits sujets d'actualité un peu plus éloignés géographiquement. C'est l'after. Allez, 2 petits sujets Chine pour terminer l'émission. D'abord, business. Regardez cette dépêche Reuters ce matin. On a eu les résultats du chinois Huawei, numéro 1. Alors, à la fois, là, on voit un ordinateur portable, mais c'est globalement, d'abord aussi, numéro 1 mondial des équipements télécoms, dont le Huawei, qui est donc boycotté par tout le monde, sur la liste rouge États-Unis, effectivement, quasiment exclu d'Europe également, au niveau des équipements télécoms en tout cas, pas encore des produits grand public comme on voit ici sur la photo. Ces résultats ont progressé alors c'est pas une grosse progression, enfin quand même 3% en 2020, malgré tous ces boycotts. Je crois que globalement c'est quasiment 10 milliards de dollars le profit de Huawei en 2020. Et donc malgré le repli du chiffre d'affaires à l'étranger, compte tenu à la fois de la crise sanitaire et des sanctions d'origine américaine. Victor, c'est la preuve que ces sanctions sont arrivées trop tard, que ces géants chinois sont déjà tellement puissants que même quand on leur tape dessus fortement comme l'a fait Donald Trump, puis les Européens, ça ne sert plus à grand-chose.
Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, en Chine, le secteur qui a le plus progressé, c'est le secteur des télécoms, pour la même raison que chez nous, c'est qu'il y a une forte besoin en termes de digital, et que ça nous a amené, du coup, en termes d'outils numériques, c'est les infrastructures du numérique. C'est les infrastructures du numérique, donc c'est pas très étonnant. Après, par rapport à la position européenne, et surtout américaine, je pense qu'on va rentrer de plus en plus dans une sorte de conflit géopolitico-commercial, et que notamment, on sait tous qu'on va généraliser peut-être le télétravail, on va un besoin croissant sur tout ce qui est nouvelles technologies, notamment des télécommunications, et que ça va nous amener en fait à un peu pousser nos champions nationaux. Et en plus, notamment aux États-Unis, c'est un gros sujet, et ça devient de plus en plus avec le fameux sujet sur les terres rares, qui sont à ce stade, la production elle est plutôt localisée, en tout cas réalisée par des entreprises chinoises. Donc je pense effectivement qu'il ne faut pas trop s'étonner de ces résultats, mais je pense que de plus en plus ça va devenir un des sujets primordiaux, c'est l'accès aux terres rares et les protections des champions nationaux dans des entreprises qui sont les entreprises d'avenir. Laurent, votre réaction ? Écoutez, est-ce qu'on aura vraiment le choix ? On a réussi à mettre de côté, pour des raisons qui m'échappent, les vaccins chinois ou russes. Mais pour la techno, on voit bien aujourd'hui le marché se tend, le marché des composants électroniques se tend. Nous-mêmes, nous fabriquons des composants pour nos solutions, ce qu'on déploie dans les établissements pour les personnes âgées, dans les hôpitaux. On a besoin de composants électroniques. Moi, je passe ma vie aujourd'hui à sécuriser l'accès et les commandes de ces composants électroniques, en même temps que je passe ma vie à essayer de livrer le plus vite possible d'autres clients. Donc globalement, est-ce qu'on aura le choix ? Ça y est, à un moment, un composant électronique, c'est un composant électronique. S'il est là, est-ce qu'on aura le choix ? On peut essayer de se donner comme objectif d'avoir demain le choix. Oui, en tout cas, c'est le discours de politique un peu dominant maintenant en Occident, en tout cas sur ces questions de souveraineté économique. Oui, c'est sur ces infrastructures digitales, avec l'arrivée du télétravail et d'autres mécanismes, la fibre va vite paraître has-been et on va vite passer à la 5 et à la 6G en l'espace de 3 ans. Et de ce fait, est-ce que la messe est dite ? Non. Bien évidemment, et on le voit encore avec, je crois, une petite anecdote sur de la diplomatie chinoise qui devient de la propagande, avec différentes actions. Mais globalement, va falloir s'assurer à ne pas obérer l'avenir en n'ayant aucune capacité en Europe sur ces éléments. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait aujourd'hui des investissements crédibles sur ces sujets. Ouais, vous parliez d'anecdote avec la diplomatie chinoise. Alors, il y a 8 jours, c'était une espèce de passe d'armes entre un chercheur de Fonds de la recherche stratégique, M. Bondaz, et l'ambassade de Chine en France, qui le traitait sur Twitter de petite frappe, avec effectivement une certaine agressivité de la diplomatie chinoise en Occident. Aujourd'hui, à propos de polémique justement sur, pour le coup, le sort des Ouïghours dans le Xinjiang chinois, Papier du Monde qui nous raconte qu'une certaine Lorraine Beaumont, qui développait sur le média d'État chinois CGTN, c'est donc une chaîne de télé d'État, chaîne de news, l'ancienne CCTV News, donc diffusée en Occident, qui vient d'être bannie du Royaume-Uni, qui essaie de rentrer en France, qui du coup développer les thèses de Pékin sur les Ouïghours et sur la question de Taïwan. Ce que révèle ce papier, c'est que cette Lorraine Beaumont, qui est donc cette journaliste française censément racontait que tout allait bien à peu près, ce sujet était juste quelqu'un qui n'existe pas. Ça, c'était l'anecdote qu'évoquait Laurent à l'instant. On voit que voilà, à la fois le front industriel et puis le front diplomatique, ça se tend sérieusement. Je pense que c'est intimement lié, tous ces sujets. C'est l'avantage, c'est que tout est un peu centralisé autour de Pékin, donc tout est lié. Oui. Mais je pense que justement, Pékin, il y a un vrai sujet. Les Ouïghours, effectivement, c'est quelque chose qui est. Non, mais je ne parle pas de fond, là. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui déplaît fortement à Pékin, mais c'est une carte, justement, en plus dans leur jeu, pour dire occupez-vous de ce qui vous regarde et n'oubliez pas que c'est nous qui vous fournissons les composants électroniques dont vous avez besoin, et ne regardez pas trop nos entreprises si elles sont financées ou pas par l'armée, parce que de toute façon, nous, on a un poids mondial qui nous permet d'avoir une position de force pour négocier. Donc je pense que ces sujets-là, c'est un peu chacun, en fait, fait usage un peu d'outils de propagande, en tout cas d'outils de communication, pour s'envoyer des coups et pour, à côté de ça, avoir le plus de marge de manœuvre pour dire, du coup, on fait des négociations en termes d'investissement européen en Chine et l'inverse. Je pense que tout ça... Oui, parce qu'en attendant, le business continue. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que si on n'achetait plus rien en Chine, globalement, l'Occident, au bout d'une semaine, s'arrête. La Chine a 14 pays. 15 limitrophes. 14 pays limitrophes. Donc le jour où il y aura une vraie demande d'une classe moyenne en Asie, est-ce qu'ils auront encore le temps de livrer le reste du monde ?
Ah, bah voilà, on restera là-dessus, ce sera sur une question de Laurent. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée, on se retrouve demain, même heure sur Bismart. À demain.